Ma fille ne peut même pas payer ses propres factures. Elle a toujours été une rêveuse inutile. Mes parents se sont moqués de moi en témoignant au tribunal. Le juge a fait une pause, l'a regardé droit dans les yeux, et a dit, elle est chirurgienne principale depuis près d'une décennie. La salle entière est devenue silencieuse, tandis que les visages de mes parents pâlissaient. Je m'appelle Elisabeth, et j'ai 34 ans. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, je dois vous ramener à l'époque où j'avais 17 ans, et où j'ai annoncé à mes parents, Margaret et Robert Chen, que je voulais devenir médecin. On pourrait penser que la plupart des parents seraient fiers, n'est-ce pas? Faux. Un médecin. Ma mère a ri. Pas le bon genre de rire, mais celui qui était amer, méprisant, celui auquel j'étais habitué. Elisabeth, ma chérie, tu arrives à peine à garder ta chambre propre. Tu penses pouvoir gérer la responsabilité de sauver des vies? Mon père est intervenu, de derrière son journal. Elle a toujours été une rêveuse, Margaret. Tu te souviens quand elle voulait être astronaute à 8 ans, puis biologiste marine à 12 ans? Ce n'est qu'une autre phase. Mais ce n'était pas une phase. J'étais bénévole à l'hôpital local depuis mes 15 ans, observant les infirmières et les médecins chaque fois qu'ils me le permettaient. J'avais vu la différence qu'ils faisaient, les vies qu'ils sauvaient, le réconfort qu'ils apportaient aux familles dans leurs moments les plus sombres. Je voulais faire partie de ce monde plus que tout. Le domaine médical est trop compétitif, a poursuivi ma mère, sa voix prenant ce ton condescendant que je détestais. Il te faut des notes parfaites, des résultats de tests parfaits, tout doit être parfait. Tu es une élève de niveau B, au mieux, Elisabeth. Sois réaliste. Ta mère a raison, a dit papa, levant enfin les yeux de son journal. Pourquoi n'envisages-tu pas quelque chose de plus accessible? Peut-être l'enseignement, ou les soins infirmiers. Ce sont des métiers respectables pour quelqu'un avec tes limitations. Limitation. Ce mot m'a blessé plus qu'ils ne le sauront jamais. Mes parents n'étaient pas pauvres, mais ils n'étaient pas riches non plus. Papa travaillait comme cadre intermédiaire dans une compagnie d'assurance, et maman était comptable à temps partiel. Ils vivaient confortablement, mais avaient toujours été obsédés par l'idée de paraître réussir aux yeux de leurs amis et voisins. Avoir une fille qui était juste moyenne ne correspondait pas à leur image si soigneusement construite. Mon frère aîné, Jake, avait toujours été leur enfant prodige. Il était major de sa promotion, capitaine de l'équipe de débat, et avait obtenu une bourse complète pour étudier le commerce dans une université prestigieuse. Il était tout ce qu'il voulait chez un enfant, et moi, j'étais juste la déception de dernière minute. Quand j'ai insisté sur le fait que j'étais sérieuse au sujet de la faculté de médecine, ils ont refusé de m'aider à rechercher des universités ou à remplir les dossiers d'inscription. Nous n'allons pas gaspiller de l'argent pour tes rêves impossibles, a dit maman. Jake a besoin de notre soutien pour son programme de MBA. Au moins, ses objectifs sont réalistes. Alors, je l'ai fait moi-même. J'ai passé d'innombrables heures à la bibliothèque de l'école à rechercher des programmes de pré-médecine, des bourses d'études et des prêts étudiants. J'ai fait passer ma moyenne générale de 3.2 à 3.8 à la fin de ma dernière année, grâce à une détermination pure et à des sessions d'études tard le soir. J'ai passé les SAT 3 fois, jusqu'à obtenir un score dont j'étais fier. Quand ma lettre d'admission au programme de pré-médecine de l'Université d'État est arrivée, accompagnée d'une bourse partielle, j'étais aux anges. J'ai fait irruption dans le salon où mes parents regardaient les nouvelles du soir. J'ai été accepté, ai-je crié, en agitant la lettre. L'Université d'État m'a accepté en pré-médecine, et j'ai eu une bourse. Ma mère a à peine levé les yeux de la télévision. C'est bien, ma chérie. N'oublie pas de sortir les poubelles. Mon père était un peu plus attentif, mais tout aussi méprisant. L'Université d'État? Elisabeth, ce n'est pas vraiment Harvard. Et être en pré-médecine ne veut pas dire que tu deviendras vraiment médecin. La plupart des étudiants abandonnent au cours des 2 premières années. Mais j'ai eu une bourse, ai-je insisté, désespéré d'obtenir une quelconque reconnaissance. Une bourse partielle, a corrigé maman. Ce qui signifie que tu auras toujours besoin de prêts, et beaucoup. Et quand tu changeras inévitablement de spécialité ou que tu abandonneras, tu seras noyé sous les dettes sans rien à montrer en retour. Cette nuit-là, je les ai entendus parler dans leur chambre. Elle va nous faire honte, a dit maman. Quand elle échouera, tout le monde le saura. La fille des Johnson devient avocate. Le fils des Miller se lance dans la finance. Et nous, qu'est-ce qu'on a?
Une fille qui pense qu'elle peut devenir médecin parce qu'elle a fait du bénévolat dans un hôpital. Laisse-la essayer, a répondu papa. Peut-être que l'échec lui apprendra à être plus réaliste quant à ses capacités. Je suis parti à l'université cet automne-là avec une seule valise, un petit compte d'épargne de mon travail à temps partiel dans un restaurant local, et un cœur rempli d'une détermination nourrie par la rancœur. L'université était plus difficile que je ne l'avais jamais imaginé, mais j'y étais préparé. Pendant que mes camarades faisaient la fête, j'étudiais. Pendant qu'ils faisaient la grasse matinée, j'étais à la bibliothèque à 6 heures du matin. J'ai pris des emplois d'étudiant pour payer les dépenses que ma bourse ne couvrait pas, je travaillais à la cafétéria pendant la journée et je nettoyais des bureaux la nuit. Mes parents appelaient rarement. Et quand ils le faisaient, c'était toujours la même conversation. « Comment vont tes notes ?» demandait maman. « Je maintiens une moyenne de 3,9, disais-je fièrement. HM. Eh bien, ne sois pas trop confiante. Les exigences de pré-médecine deviennent plus difficiles chaque année. As-tu pensé à passer à quelque chose de plus gérable? Peut-être la communication. Quand je rentrais à la maison pour les vacances, ils me présentaient à leurs amis comme Elisabeth, notre fille, qui cherche encore ce qu'elle veut faire de sa vie. Jamais comme une étudiante en pré-médecine, jamais avec fierté. Jake, pendant ce temps, avait obtenu son MBA et décroché un emploi dans un cabinet de conseil à Chicago. Il gagnait bien sa vie et avait acheté un appartement en centre-ville. Chaque appel de mes parents était rempli de nouvelles sur ses dernières réussites, sa nouvelle voiture, sa promotion, sa petite amie parfaite. Jake vient d'avoir une autre augmentation, me disait maman lors de nos brèves conversations. Il réussit si bien. Très responsable avec l'argent, pas comme certaines personnes qui accumulent des dettes étudiantes pour des rêves irréalistes. Les pics ont continué tout au long de mes 4 années d'études de premier cycle, même si je maintenais ma moyenne élevée, que j'obtenais de bons résultats au MACAT et que j'étais accepté à la faculté de médecine de la même université. À ce moment-là, j'avais appris à ne pas attendre de soutien ou d'encouragement de la part de mes parents, donc je n'ai pas été surprise par leur réaction. La faculté de médecine? Papa a secoué la tête. Elisabeth, la dette va être astronomique. Et même si tu parviens à obtenir ton diplôme, ce qui est un grand si, tu auras la trentaine avant de commencer à gagner de l'argent réel. Jake est déjà bien établi dans sa carrière. C'est ce que je veux, ai-je dit doucement. Ce que tu veux et ce qui est pratique sont deux choses différentes, a répondu maman. Mais tu es une adulte maintenant. Fais tes propres erreurs. La faculté de médecine était brutale. Je ne vais pas mentir et dire que c'était facile, ou que je n'ai jamais douté de moi. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré d'épuisement, des jours où j'avais l'impression de me noyer dans les informations, et des moments où les voix de mes parents résonnaient dans ma tête, me disant que je n'étais pas assez intelligente, pas assez capable. Mais j'avais quelque chose que mes camarades n'avaient pas, j'avais déjà passé des années à prouver aux gens qu'ils avaient tort. Chaque commentaire méprisant, chaque doute, chaque prédiction d'échec était devenu le carburant de ma détermination. J'ai excellé dans mes stages cliniques, en particulier en chirurgie. Il y avait quelque chose dans la précision, l'impact immédiat, les décisions de vie ou de mort qui me parlaient. Mes superviseurs ont remarqué mon aptitude et m'ont encouragé à poursuivre des spécialités chirurgicales. Au cours de ma 3e année, j'ai appelé à la maison pour annoncer que j'avais été sélectionné pour un stage de chirurgie très compétitif à l'hôpital universitaire. C'est bien, a dit maman, d'un air distrait. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan. Oh, Jake vient de conclure une énorme affaire au travail. Il l'envoie à Londres pour un mois. J'ai arrêté d'appeler régulièrement à la maison après ça. Après la faculté de médecine, j'ai été accepté en résidence de chirurgie générale à l'hôpital général métropolitain, l'un des programmes les plus prestigieux de l'État. La résidence, c'était 5 ans de semaine de 80 heures, d'apprentissage constant, et de prise de responsabilité progressive. C'était tout ce dont j'avais rêvé, et encore plus épuisant que je ne l'avais jamais imaginé. Mes parents ont assisté à ma remise de diplôme de médecine, mais ils semblaient plus intéressés à réseauter avec d'autres familles qu'à célébrer ma réussite. Pendant la réception, j'ai entendu ma mère parler à un autre parent. Oui, Elisabeth a enfin terminé ses études, disait-elle. Bien qu'elle ne soit pas encore vraiment médecin. Elle doit faire sa résidence, ce qui est en gros juste plus d'école. Jake, notre fils, lui, gagne déjà un salaire à 6 chiffres dans le conseil en entreprise. J'ai ressenti une piqûre familière, mais je l'ai mise de côté.
J'avais du travail à faire, des vies à apprendre à sauver, et une carrière à construire. Pendant ma résidence, j'ai rencontré David, un autre résident en chirurgie qui comprenait les exigences de notre profession. Nous nous sommes liés d'amitié lors de chirurgie nocturne, avons partagé des plats chinois à emporter entre les cas, et partagions la compréhension mutuelle que nos carrières exigeraient toujours des sacrifices. La relation a failli ne jamais voir le jour. J'étais si concentré à faire mes preuves que j'avais à peine le temps pour quoi que ce soit en dehors de la médecine. David a été persistant, cependant, m'invitant à sortir 3 fois avant que je n'accepte finalement de prendre un café entre nos gardes. Ce café s'est transformé en une conversation de 4 heures sur tout, des techniques chirurgicales à notre amour commun pour les mauvais feuilletons médicaux qui se trompaient sur tout. Tu sais, avait-il dit lors de cette première vraie conversation, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi passionné par la chirurgie que moi. C'est rafraîchissant. J'avais ri. La plupart des gens pensent que je suis obsédé. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'il faut pour sauver des vies, avait-il simplement répondu. David venait d'une famille qui le soutenait, mais qui s'inquiétait des exigences des carrières médicales. Ses parents, tous deux enseignants, avaient toujours encouragé ses rêves, mais exprimaient leurs préoccupations quant au stress et aux longues heures. Quand il m'a présenté à eux pendant notre 2e année de résidence, ils m'ont accueilli chaleureusement et m'ont posé des questions réfléchies sur ma spécialisation et mes objectifs de carrière. Le contraste avec ma propre famille était frappant. Quand j'ai amené David à la maison pour rencontrer mes parents, ils ont passé la majeure partie du dîner à parler des dernières réussites commerciales de Jack, et à demander à David s'il avait envisagé des carrières plus stables. La chirurgie est si imprévisible, avait dit ma mère à David au dessert. Tous ces appels d'urgence, le stress, la responsabilité. Avez-vous envisagé la médecine interne? Des horaires beaucoup plus réguliers. David avait géré la situation avec grâce, mais plus tard dans la voiture, il avait été direct. Elisabeth, tes parents semblent n'avoir aucune idée de ce que tu as accompli. Ils parlent de toi comme si tu étais encore une étudiante en difficulté. Ils ont toujours été comme ça, avais-je expliqué. Ils pensent que je poursuis un rêve impossible. Un rêve impossible? Il avait l'air vraiment confus. Tu es l'une des résidentes les plus douées de notre programme. Le docteur Martinez t'a demandé de l'assister sur cette résection hépatique complexe la semaine dernière. Ce n'est pas quelque chose qu'il propose aux gens qui ont des rêves impossibles. Nous nous sommes mariés lors de ma dernière année de résidence, une petite cérémonie à laquelle mes parents ont assisté, mais qu'il semblait considérer comme une autre de mes décisions peu pratiques. Le mariage a eu lieu dans la chapelle de l'hôpital, en partie parce que c'était pratique pour nos horaires, mais aussi parce que l'hôpital était devenu plus un foyer pour nous que n'importe quel autre endroit. Des médecins qui épousent des médecins, avait dit maman à sa sœur lors de notre réception. Ils ne se verront jamais. Ce n'est pas pratique. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que nous nous voyons beaucoup, pendant les chirurgies, dans la salle de pause à 3 heures du matin, pendant les brefs moments entre les urgences où nous pouvions voler un baiser dans un couloir vide. Notre relation fonctionnait précisément parce que nous comprenions tous les deux les exigences de notre profession. Après notre mariage, je me suis plongé encore plus profondément dans mon travail. J'étais déterminé à obtenir le meilleur poste possible en tant que titulaire, et je savais que cela signifiait exceller non seulement en chirurgie, mais aussi en recherche, en enseignement et dans la politique hospitalière. J'ai lancé un projet d'amélioration de la qualité axé sur la réduction des infections post-opératoires dans les chirurgies d'urgence. Le projet m'a obligé à analyser des centaines de cas, à mettre en œuvre de nouveaux protocoles et à former le personnel sur les procédures mises à jour. C'était un travail fastidieux que je faisais en plus de mes tâches chirurgicales régulières, mais les résultats ont été impressionnants. Nous avons réduit notre taux d'infection de 23% en 6 mois. Le docteur Richardson, le chef de la chirurgie, a remarqué mon initiative. Shane Williams, a-t-il dit après que j'ai présenté mes résultats à la réunion mensuelle du département, c'est exactement le genre de travail qui distingue les bons chirurgiens des grands chirurgiens. Avez-vous envisagé de poursuivre une surspécialisation? Une surspécialisation signifierait une année supplémentaire de formation spécialisée, mais cela me positionnerait également pour des procédures plus avancées et des rôles de direction. J'ai décidé de postuler pour une surspécialisation en chirurgie minimalement invasive, un domaine en pleine croissance qui me permettrait de réaliser des opérations complexes par de plus petites incisions, réduisant ainsi le temps de récupération des patients et les complications. Le processus de candidature à la surspécialisation était incroyablement compétitif. J'avais besoin de lettres de recommandation,
de publications de recherche et d'entretien dans les meilleurs programmes du pays. La réaction de mes parents à cette opportunité a été, comme on pouvait s'y attendre, négative. Encore plus d'études, avait dit papa quand j'ai mentionné la surspécialisation. Elisabeth, quand vas-tu enfin commencer à travailler et à gagner de l'argent? Je travaille, avais-je expliqué. Les résidents sont payés, et les surspécialistes aussi. C'est ainsi que progressent les carrières médicales. Je gagne un vrai salaire depuis 3 ans maintenant, avait souligné maman. Il se constitue un patrimoine, il épargne pour sa retraite. Toi, tu es encore essentiellement une étudiante. J'ai essayé d'expliquer que la formation médicale était plus longue mais menait à un potentiel de revenus plus élevé, mais ils n'étaient pas intéressés à écouter. Pour eux, le succès immédiat de GEC après l'université était plus impressionnant que ma progression méthodique dans l'une des carrières les plus exigeantes qui soit. J'ai été accepté dans le programme de surspécialisation à l'hôpital général métropolitain, ce qui signifiait que je pouvais continuer à travailler avec la même équipe qui m'avait formé pendant ma résidence. L'année de surspécialisation a été intense, mais incroyablement enrichissante. J'ai appris des techniques laparoscopiques avancées, la chirurgie robotique, et des procédures complexes que peu de chirurgiens étaient qualifiés pour effectuer. Pendant ma surspécialisation, j'ai également commencé à développer une expertise dans les procédures d'urgence, des situations où les patients arrivaient avec des conditions potentiellement mortelles nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Ces cas étaient imprévisibles et très stressants, mais c'est aussi là que je me sentais le plus vivante professionnellement. Il y a quelque chose d'indescriptible dans le moment où vous réalisez que vos compétences et vos décisions sont la seule chose qui se dresse entre un patient et la mort. Un cas en particulier me revient de cette année-là. Un ouvrier du bâtiment de 28 ans, nommé Miguel, a été amené après un accident de travail qui avait provoqué une grave hémorragie interne. Il était inconscient, sa tension artérielle chutait rapidement, et l'équipe des urgences ne parvenait pas à le stabiliser. J'ai été appelé pour une chirurgie exploratoire d'urgence. La salle d'opération était un chaos contrôlé, des infirmières préparant les instruments, des anesthésistes surveillant les signes vitaux, et moi, essayant de trouver et de réparer la source de l'hémorragie avant qu'il ne soit trop tard. Cela a pris 3 heures, mais nous avons réussi à réparer une rate lacérée et à arrêter l'hémorragie. Miguel s'est complètement rétabli et a repris le travail en 6 semaines. Sa femme, Maria, avait attendu dans la chapelle de l'hôpital pendant toute l'opération, priant avec leurs 2 jeunes enfants. Quand je suis sorti pour lui dire que Miguel s'en sortirait, elle s'est effondrée en larmes et m'a serré si fort que j'ai cru qu'elle allait me casser les côtes. Vous l'avez sauvé, n'arrêtait-elle pas de répéter. Vous avez sauvé mon mari. Ces moments, où vous réalisez que vos années de formation, vos sacrifices, votre détermination ont littéralement sauvé la vie de quelqu'un, rendent tout cela valable. Il est impossible de l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, mais c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais douté de mon choix de carrière, même quand ma propre famille en doutait. Pendant cette année de surspécialisation, j'ai aussi commencé à m'impliquer dans l'éducation médicale. On m'a demandé de donner des cours aux étudiants en médecine sur les techniques chirurgicales, et de mentorer les jeunes résidents qui commençaient tout juste leur stage en chirurgie. L'enseignement m'a forcé à articuler non seulement ce que je faisais, mais aussi pourquoi je le faisais, ce qui a fait de moi une meilleure chirurgienne. Le docteur Martinez, l'une de mes premières mentors, m'a prise à part vers la fin de ma surspécialisation. Elisabeth, tu as quelque chose de spécial. Tu n'es pas seulement douée techniquement, tu comprends le côté humain de la médecine. Cette combinaison est rare. Elle avait raison. J'avais vu des chirurgiens incroyablement talentueux, mais qui manquaient d'empathie, et d'autres qui étaient compatissants, mais n'avaient pas les compétences techniques pour égaler leurs bonnes intentions. Trouver l'équilibre entre l'excellence clinique et la connexion humaine était devenu l'une de mes forces. Alors que ma surspécialisation touchait à sa fin, j'ai reçu plusieurs offres d'emploi d'hôpitaux de tout le pays. L'hôpital général métropolitain m'a offert un poste de titulaire, mais j'avais aussi des offres d'institutions prestigieuses à Boston, Denver et San Francisco. La décision ne concernait pas seulement le salaire ou le prestige. Il s'agissait de savoir où je pourrais construire le type de carrière que je voulais. J'ai choisi de rester à l'hôpital général métropolitain, en partie parce que j'étais à l'aise avec l'équipe et familière avec la culture de l'hôpital, mais aussi parce qu'il m'offrait l'opportunité de développer leur programme de chirurgie d'urgence. Cela signifierait construire quelque chose à partir de zéro, établir des protocoles, former le personnel, et créer un centre d'excellence que d'autres hôpitaux essaieraient d'imiter. Après avoir terminé ma résidence, on m'a offert un poste de chirurgienne titulaire à l'hôpital général métropolitain.
À 29 ans, j'étais enfin le docteur Elizabeth Shane Williams, chirurgienne générale certifiée. David et moi avons acheté une maison dans une banlieue calme, à environ 1 heure de l'hôpital. Ce n'était pas un manoir, mais c'était la nôtre, et elle représentait tout ce pourquoi nous avions travaillé. Nous étions enfin des professionnels établis, avec des carrières stables et un avenir brillant devant nous. Le prix était accompagné d'une récompense de 10 000 € et serait remis lors d'un dîner de gala auquel assisteraient des centaines de professionnels de la santé de tout l'État. C'était le genre de reconnaissance que la plupart des médecins ne rêvent que de recevoir. J'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle, vraiment excité de partager ce que je pensais qu'ils reconnaîtraient enfin comme une réussite majeure. Maman, j'ai une nouvelle vraiment excitante. J'ai été nommée chirurgienne de l'année par l'Association médicale de l'État. Il y a eu une pause. C'est bien, Elisabeth. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que je suis reconnue comme l'une des meilleures chirurgiennes de tout l'État. Il y aura une cérémonie, et je recevrai un prix pour mes contributions à la médecine. Oh. Eh bien, félicitations, je suppose. Y a-t-il de l'argent en jeu? Il y a un prix, mais ce n'est pas vraiment le but. C'est une question de reconnaissance professionnelle. Eh bien, Jake vient d'apprendre qu'il est pressenti pour devenir associé dans son cabinet. Ce serait une vraie réussite. Sécurité financière, prestige, un avenir. J'ai raccroché ce jour-là, me sentant plus déçu que je ne l'avais été depuis des années. Pas parce que j'avais encore besoin de leur approbation, mais parce que j'ai finalement compris qu'ils ne me verraient jamais comme une réussite, peu importe ce que j'accomplirais. David m'a trouvé en larmes dans notre cuisine ce soir-là. Et quand je lui ai raconté la conversation, il était furieux. Elisabeth, tu sauves des vies tous les jours. Tu as été reconnue par tes pairs comme l'une des meilleures chirurgiennes de l'État. Tu gagnes plus d'argent que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Tu as accompli tout ce que tu t'étais fixé, et plus encore. Leur incapacité à le reconnaître ne dit rien sur toi, mais tout sur eux. Il avait raison, bien sûr, mais ça faisait quand même mal. La cérémonie de remise des prix était magnifique. Je portais une robe de soirée bleu marine qui me donnait confiance et un air professionnel. Et quand mon nom a été appelé, je suis monté sur le podium, fier du chemin qui m'avait mené là. L'ovation debout de mes collègues était plus significative que n'importe quelle approbation de mes parents n'aurait pu l'être. Mon discours d'acceptation était axé sur l'importance de la persévérance et de la confiance en soi, même quand les autres doutent de vous. Je n'ai pas mentionné mes parents directement, mais le thème était clair pour quiconque connaissait mon histoire. Parfois, les personnes qui croient le moins en nous sont celles qui nous motivent le plus, avais-je dit au public. Chaque obstacle devient un tremplin quand on est assez déterminé pour continuer à grimper. Après la cérémonie, le docteur Richardson, le chef de la chirurgie à l'hôpital général métropolitain, m'a approché avec une offre inattendue. Elisabeth, j'ai suivi l'évolution de votre carrière, et je suis impressionné non seulement par vos compétences chirurgicales, mais aussi par votre potentiel de leadership. Nous ouvrons une nouvelle antenne l'année prochaine, et j'aimerais que vous envisagiez de postuler pour le poste de chef de la chirurgie. Chef de la chirurgie. À 34 ans, je serai l'une des plus jeunes chefs de service du système hospitalier. Cela signifierait superviser un personnel de dizaines de personnes, gérer un budget de plusieurs millions d'euros, et établir les normes chirurgicales pour toute une installation. Je suis honoré que vous pensiez à moi, avais-je répondu, en essayant de cacher mon enthousiasme. Pensez-y, avait-il dit. Le poste est assorti d'une augmentation de salaire significative et de l'opportunité de construire un service à partir de zéro. Je pense que vous seriez parfaite pour cela. L'augmentation de salaire dont il parlait porterait ma rémunération annuelle à près d'un demi-million d'euros, sans compter les primes et les avantages. À 34 ans, je gagnerais plus que ce que mes parents n'avaient jamais gagné ensemble dans leurs meilleures années. Mais quand j'ai appelé pour partager cette opportunité potentielle, leur réponse a été, comme on pouvait s'y attendre, méprisante. Plus de responsabilité signifie juste plus de stress, avait dit maman. Et si c'est une nouvelle installation, qui sait si elle aura même du succès? Tu prendrais un gros risque en quittant un poste stable. Je ne quitte pas l'hôpital général métropolitain, avais-je expliqué. Ce serait une promotion au sein du même système hospitalier. Ça me semble quand même risqué. Le parcours de Jake est beaucoup plus traditionnel et sûr. À ce moment-là, j'avais cessé de m'attendre à des réponses différentes, mais cela m'étonnait toujours qu'il puisse trouver l'angle négatif dans n'importe quelle situation.
La maison est belle, a admis papa à contre-cœur. Bien que je ne comprenne pas pourquoi vous avez besoin d'autant d'espace pour seulement 2 personnes. Jake et sa fiancée regardent des appartements à Manhattan. C'est beaucoup plus pratique. Pendant cette visite, j'ai essayé de leur faire visiter l'hôpital où je travaillais, pensant que peut-être, me voir dans mon élément les rendrait enfin fiers. Ils ont accepté de venir, mais ont passé la majeure partie de la visite à vérifier leur téléphone et à faire des commentaires sur le stress que mon travail semblait générer. Toutes ces décisions de vie ou de mort, a dit maman avec un frisson. Je ne pourrais pas supporter ce genre de pression. Heureusement que Jake a choisi une carrière où les enjeux ne sont pas si élevés. Même lorsque j'ai été présenté dans le bulletin d'information de l'hôpital pour avoir réussi une chirurgie particulièrement complexe, ils sont restés de marbre. N'importe qui peut avoir sa photo dans un bulletin d'entreprise, a dit papa quand je lui ai montré l'article. Jake vient d'être présenté dans un magazine économique national. Au fil des ans, j'ai appris à cesser de chercher leur approbation. David et moi avons construit une vie ensemble, entourés de collègues qui respectaient notre expertise et d'amis qui nous appréciaient pour ce que nous étions, pas pour ce que nous faisions dans la vie. J'ai trouvé l'épanouissement dans mon travail, en sauvant des vies et en formant la prochaine génération de chirurgiens. Au moment de mes 34 ans, j'avais été promue chirurgienne principale et j'étais pressentie pour le rôle de chef de la chirurgie dans un hôpital satellite. J'avais réalisé des milliers d'opérations, publié des articles de recherche, et pris la parole lors de conférences médicales à travers le pays. J'étais respecté dans mon domaine et financièrement à l'aise. Mais pour mes parents, j'étais toujours l'adolescente rêveuse dont ils étaient convaincus qu'elle échouerait. Ce qui m'amène à ce qui s'est passé le mois dernier. Ma grand-mère, la mère de mon père, est décédée à 91 ans. Grand-mère Rose avait toujours été le seul membre de la famille à croire en moi. Elle m'avait envoyé des colis pendant mes études de médecine et m'appelait tous les quelques mois pour prendre des nouvelles de ma carrière. Quand elle est morte, j'ai eu le cœur brisé, mais j'étais aussi reconnaissante qu'elle ait vécu assez longtemps pour me voir réussir. La lecture de son testament était prévue un jeudi matin, au cabinet d'avocats Patterson, Burke & Associates. J'ai pris ma journée, ce qui était inhabituel pour moi, mais je voulais rendre hommage à la femme qui avait été mon unique soutien pendant tant d'années. Le cabinet d'avocats était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, du bois sombre, des livres reliés en cuir, et l'odeur du vieil argent et de secrets encore plus anciens. L'avocat, Monsieur Patterson, était un homme distingué d'une 60aine d'années qui s'occupait des affaires juridiques de notre famille depuis des décennies. Était présent pour la lecture du testament mes parents, Jake et sa femme, Jessica, ma tante Linda, la sœur de papa, mon oncle Tom, le frère de maman, et moi-même. Nous étions assis autour d'une grande table de conférence pendant que Monsieur Patterson examinait les documents. Grand-mère Rose avait été plus aisée que nous ne l'avions jamais imaginé. Elle avait discrètement investi la pension de son défunt mari pendant des décennies, et avait accumulé un patrimoine substantiel. La plupart de ses biens et de son argent étaient répartis entre ses enfants et petits-enfants, chacun recevant quelque chose de significatif. Mais ensuite, Monsieur Patterson en est venu au dernier point. À ma petite fille Elisabeth, a-t-il lu à voix haute, je lègue ma maison au 412 Maple Street, ainsi que son contenu, et la somme de 750 000 € de mon portefeuille d'investissement. Elisabeth a toujours été celle qui a poursuivi ses rêves malgré les doutes des autres, et je veux qu'elle sache à quel point je suis fier du médecin qu'elle est devenue. La pièce est devenue silencieuse. 750 000 €, plus une maison dans un quartier recherché. C'était de loin le legs individuel le plus important du testament. J'étais stupéfaite. Je savais que grand-mère Rose m'aimait, mais je n'avais aucune idée qu'elle avait si bien réussi ses investissements, ou qu'elle avait choisi de me laisser une part aussi importante de son patrimoine. Mes parents, cependant, n'étaient pas stupéfaits. Ils étaient furieux. Ce doit être une erreur, a dit immédiatement ma mère. Elisabeth n'a pas besoin de ce genre d'argent. Elle a à peine de quoi joindre les deux bouts. Monsieur Patterson a haussé un sourcil. Je peux vous assurer, Madame Chen, que Madame Rose a été très précise dans ses volontés. Elle a mis à jour ce testament il y a à peine 6 mois et était tout à fait saine d'esprit. Mais ça n'a pas de sens, a protesté papa. La carrière d'Elisabeth n'a jamais été stable. Elle a toujours été irresponsable avec l'argent, toujours à la poursuite de rêves impossibles. Jake a une vraie carrière, un vrai avenir. Ma mère aurait sûrement voulu que l'argent aille à quelqu'un qui puisse l'utiliser de manière responsable. Jake, à son crédit, avait l'air mal à l'aise face aux protestations de nos parents, mais il n'a pas pris la parole pour me défendre.
Je crains que le testament ne soit très clair, a dit fermement Monsieur Patterson. Cependant, s'il y a des inquiétudes concernant la capacité mentale de Madame Rose lorsqu'elle a pris ses décisions, il faudrait les aborder par les voies légales appropriées. Mes parents ont échangé un regard que j'ai reconnu. C'était le même regard qu'ils avaient partagé quand j'avais annoncé que je voulais devenir médecin, le même regard qu'ils s'étaient lancé quand j'avais été accepté à la faculté de médecine, le même regard qui avait accompagné chaque commentaire méprisant sur mes rêves irréalistes. Nous contesterons le testament, a dit maman d'un ton décidé. Ma belle-mère n'avait clairement pas toute sa tête. Elisabeth n'a jamais été financièrement responsable. Elle a vécu d'un chèque de paie à l'autre toute sa vie d'adulte, accumulant des dettes étudiantes, prenant des décisions peu pratiques. C'est Jacques qui devrait hériter de la majeure partie du patrimoine. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Après tout ce que j'avais accompli, tout ce que j'avais surmonté, il me voyait toujours comme un échec. Monsieur Patterson avait l'air mal à l'aise, mais a hoché la tête. C'est votre droit, bien sûr, mais je dois vous avertir que contester un testament est coûteux et prend du temps, et Madame Rose a été très minutieuse en documentant les raisons de ses décisions. Le coût nous importe peu, a dit papa. Il s'agit de faire ce qui est juste pour la famille. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé, 3 semaines plus tard, assise dans une salle d'audience pendant que mes parents tentaient de faire annuler le testament de ma grand-mère. Ils avaient engagé une avocate, une femme perspicace nommée Madame Rodriguez, qui soutenait que grand-mère Rose avait été indûment influencée ou souffrait d'un déclin mental lorsqu'elle a rédigé son dernier testament. Leur argumentation reposait sur l'idée que j'étais financièrement irresponsable, et que me laisser un héritage aussi important était la preuve d'une capacité diminuée. Mes parents ont pris la barre des témoins et ont systématiquement démoli ma vie et ma carrière. Votre honneur, a dit ma mère, sa voix prenant ce ton condescendant familier, ma fille a toujours été une rêveuse, complètement irréaliste quant à ses capacités et ses perspectives. Elle a accumulé d'énormes prêts étudiants pour un parcours professionnel peu pratique, et elle n'a jamais été capable de gérer l'argent de manière responsable. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par parcours professionnel peu pratique, a demandé Madame Rodriguez. Elle a insisté pour poursuivre des études de médecine malgré le fait de ne pas avoir les notes ou les aptitudes pour cela, a répondu maman. Nous avons essayé de la guider vers des options plus réalistes, mais elle a refusé d'écouter. Elle est en difficulté financière depuis lors. Toujours à emprunter de l'argent, jamais capable de payer ses propres factures. J'étais assise là, à écouter cette diffamation, mon avocat à côté de moi prenant des notes, mais l'air perplexe. Nous nous étions préparés à divers arguments, mais je ne m'attendais pas à ce que mes parents inventent complètement ma situation financière. Papa a pris la barre ensuite, et a été encore plus brutal. Elisabeth n'a jamais été capable de subvenir à ses besoins, a-t-il témoigné. Ma fille ne peut même pas payer ses propres factures. Elle a toujours été une rêveuse inutile. Elle vit au-dessus de ses moyens, prend des décisions peu pratiques, et n'a aucune compréhension de la responsabilité financière. Ma mère n'avait clairement pas l'esprit clair lorsqu'elle a décidé de laisser une somme aussi importante à quelqu'un qui la gaspillerait inévitablement. Les mots rêveuse inutile m'ont frappé comme un coup de poing. Après tout ce que j'avais accompli, après leur avoir prouvé qu'ils avaient tort à chaque étape, c'est ainsi qu'ils me voyaient encore. Jacques a également témoigné, bien qu'il ait été moins dur que nos parents. Il s'est concentré sur l'âge de notre grand-mère et a suggéré qu'elle avait pu être confuse quant à ma situation financière réelle. Elisabeth a toujours eu des difficultés, a-t-il dit prudemment. Je pense que grand-mère Rose a peut-être pensé qu'elle avait besoin d'aide plus qu'elle n'en avait réellement besoin, bien que je ne sois pas sûr qu'elle ait vraiment compris la situation d'Elisabeth. Pendant tout ce temps, j'ai remarqué que personne n'avait réellement posé de questions sur mon travail actuel, ma situation financière actuelle, ou ma vie actuelle. Ils fonctionnaient tous sur des suppositions et des informations obsolètes, peignant un tableau de moi qui datait de 15 ans. Quand ce fut le tour de ma défense, mon avocat, Monsieur Thompson, s'est levé avec un léger sourire. Votre honneur, j'aimerais appeler le docteur Elizabeth Shane Williams à la barre. Même la façon dont il a dit docteur a semblé surprendre ma famille. J'ai pris place à la barre et j'ai prêté serment, les mains légèrement tremblantes. Ce n'était pas une urgence médicale où j'étais confiante et en contrôle. C'était ma famille qui essayait de prouver que j'étais un échec, et ça faisait plus mal que je ne l'avais prévu. Monsieur Thompson a commencé par des questions de base sur mon parcours et mes études. Au fur et à mesure que je décrivais mon parcours à travers la faculté de médecine, la résidence, et jusqu'à mon poste actuel,
j'ai pu voir les expressions de ma famille passer de la confiance à la confusion, puis à l'inquiétude. Dr. Shane Williams, a dit Monsieur Thompson, pourriez-vous s'il vous plaît parler à la cour de votre poste actuel? Je suis chirurgienne principale à l'hôpital général métropolitain, ai-je répondu. Je me spécialise en chirurgie générale et en chirurgie traumatologique. Je pratique depuis près d'une décennie maintenant. J'ai vu le visage de ma mère pâlir. Papa avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Et en quoi consiste votre travail, a poursuivi Monsieur Thompson. Je réalise des interventions chirurgicales complexes, je supervise des résidents et des étudiants en médecine, je mène des recherches, et je siège à plusieurs comités hospitaliers. Je suis actuellement pressenti pour une promotion au poste de chef de la chirurgie dans notre nouvelle antenne. Pouvez-vous décrire votre emploi du temps typique? Je travaille généralement de 60 à 70 heures par semaine. Je suis de garde plusieurs nuits par mois pour les chirurgies d'urgence. Je donne également des cours à la faculté de médecine et j'ai publié des recherches dans plusieurs revues à comité de lecture. Mes parents me regardaient comme s'ils me voyaient pour la première fois. Monsieur Thompson est ensuite passé aux questions financières qui étaient au cœur de l'affaire. Dr. Shane Williams, vos parents ont témoigné que vous êtes financièrement irresponsable et incapable de payer vos propres factures. Pouvez-vous répondre à ces allégations? J'ai pris une profonde inspiration. Votre honneur, je comprends la confusion de mes parents, mais leurs informations sont considérablement dépassées. En tant que chirurgienne principale, mon salaire annuel est de 387 000 €. David, mon mari, est également chirurgien avec un salaire similaire. Nous sommes propriétaires de notre maison, n'avons aucune dette autre que notre prêt hypothécaire, et maintenons d'importants comptes d'épargne et d'investissement. La salle d'audience était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Nous maintenons également un portefeuille d'investissement conjoint d'une valeur d'environ 1,2 million €, ai-je poursuivi. Je n'ai emprunté d'argent à personne depuis plus de 8 ans, et je n'ai pas eu de difficultés financières depuis la fin de ma résidence. Madame Rodriguez, l'avocate de mes parents, n'avait clairement fait que des recherches minimales avant de prendre cette affaire. Tout avocat compétent aurait effectué des vérifications de base sur les parties impliquées. Le fait qu'elle ait permis à mes parents de témoigner sur mes prétendues difficultés financières sans vérifier mon statut professionnel réel témoignait soit de négligence, soit d'une ignorance délibérée des faits. Le juge Harrison, qui avait écouté patiemment les débats, s'est penché en avant sur sa chaise. C'était un homme plus âgé aux yeux bienveillants, et il avait pris des notes attentives tout au long des témoignages. « Laissez-moi m'assurer que je comprends bien », a-t-il dit lentement, en regardant directement mes parents. Vous soutenez que votre mère n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a laissé un héritage substantiel à sa petite-fille, qui est une chirurgienne principale gagnant près de 400 000 € par an. Ma mère a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Le juge a continué, sa voix prenant un ton légèrement incrédule. Votre témoignage est que le docteur Shane Williams est financièrement irresponsable et ne peut pas payer ses propres factures, mais elle est chirurgienne principale depuis près d'une décennie. La salle entière est devenue silencieuse, tandis que les visages de mes parents pâlissaient complètement. Le juge Harrison a de nouveau consulté ses notes, puis m'a regardé, puis a de nouveau regardé mes parents. Madame Shane, Monsieur Shane, quand avez-vous discuté pour la dernière fois de la carrière ou de la situation financière de votre fille avec elle? Mes parents se sont regardés, impuissants. Nous, a balbutié ma mère. Cela fait plusieurs années, votre honneur, a finalement admis papa. Je vois. Le ton du juge était sec. Donc, votre témoignage sur sa situation financière actuelle est basé sur des suppositions plutôt que sur des connaissances réelles. Nous pensions, a commencé maman. Vous pensiez, a répété le juge Harrison, vous pensiez qu'une chirurgienne principale dans un grand hôpital métropolitain, un médecin qui pratique la médecine depuis près d'une décennie, était financièrement irresponsable et incapable de payer ses factures. Quand il l'a formulé ainsi, cela semblait aussi absurde que ça l'était réellement. Monsieur Thompson s'est levé. Votre honneur, j'aimerais soumettre des preuves supplémentaires de la stabilité financière et de la position professionnelle du Dr. Shane Williams. Il a remis des relevés bancaires, des déclarations de revenus, mon contrat de travail, des évaluations de performance de l'hôpital, et des lettres de recommandation de collègues et de superviseurs. Les preuves brossaient un tableau clair d'une professionnelle accomplie, financièrement stable, et très respectée dans son domaine. Le juge Harrison a examiné les documents pendant que la salle d'audience restait silencieuse. Mes parents avaient l'air de vouloir disparaître dans leur chaise. Finalement,
le juge a levé les yeux. Sur la base des preuves présentées, je ne trouve aucun motif pour contester ce testament. Madame Rose était clairement saine d'esprit lorsqu'elle a pris ses décisions, et son raisonnement pour laisser un héritage substantiel à une petite fille prospère et financièrement stable est tout à fait logique. Le testament est maintenu tel quel. Il a fait une pause et a regardé directement mes parents. J'encouragerais fortement cette famille à avoir des conversations honnêtes sur les réalités actuelles, plutôt que de fonctionner sur des suppositions dépassées. Le marteau est tombé, et c'était fini. Alors que nous sortions de la salle d'audience, mes parents m'ont approché avec hésitation. « Elisabeth » a dit ma mère doucement. « Nous ne savions pas. Je veux dire, nous pensions. Vous pensiez que j'étais toujours l'étudiante en médecine en difficulté d'il y a 15 ans, ai-je terminé pour elle. Vous n'avez jamais posé de questions sur ma vie, ma carrière, ou ma réussite. Vous étiez tellement investi à prouver que j'étais un échec que vous n'avez jamais remarqué que j'avais réellement réussi, bien au-delà de vos rêves les plus fous. Papa avait l'air honteux. Nous aurions dû. Nous aurions dû savoir. Oui, vous auriez dû, ai-je acquiescé. Mais savoir aurait nécessité de s'en soucier assez pour poser la question. Jacques s'est approché de nous, l'air embarrassé. Elisabeth, je suis désolé. J'aurais dû prendre la parole. J'aurais dû te défendre. Oui, tu aurais dû, ai-je dit simplement. Je suis sorti de cette salle d'audience avec mon héritage en sécurité, mais plus important encore, avec un sentiment de justification que je ne m'étais jamais attendu à ressentir. Mes parents avaient passé des décennies à me dire que j'échouerais, et ils étaient tellement convaincus de leur propre récit qu'ils n'avaient jamais pris la peine de remarquer que j'avais en fait réussi au-delà de leurs rêves les plus fous. L'argent de grand-mère Rose était généreux, mais il ne changeait pas la vie pour quelqu'un avec mes revenus. Ce qui comptait, c'est qu'elle m'avait vu pour qui j'étais vraiment, pas pour qui mes parents pensaient que je devais être. Dans les semaines qui ont suivi, mes parents ont fait plusieurs tentatives pour réparer notre relation. Ils appelaient plus fréquemment, posaient des questions sur mon travail, et sont même venus à l'hôpital pour me voir en action. C'était gênant et clairement inconfortable pour eux de faire face à quel point ils s'étaient trompés. Maman, en particulier, semblait secouée par l'expérience. Je ne comprends pas comment nous avons pu nous tromper à ce point, a-t-elle dit lors d'une de nos conversations téléphoniques. Comment avons-nous pu ne pas savoir que tu avais autant de succès? Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu honnêtement. Chaque conversation que nous avons eue au cours de la dernière décennie a porté sur les réussites de Jacques ou sur vos suppositions concernant mes échecs. Vous n'avez jamais posé une seule question sur mon salaire, mon poste, ou mes accomplissements. Nous pensions savoir, a-t-elle dit faiblement. Vous pensiez savoir parce que cela correspondait à l'histoire que vous aviez déjà décidée à mon sujet, la rêveuse en difficulté qui n'arriverait jamais à rien. La relation avec mes parents est toujours tendue, et je ne sais pas si elle se rétablira un jour complètement. Des années de mépris et de critiques ne peuvent pas être effacées par des excuses et des tentatives maladroites de conversation. Mais il y a quelque chose à dire sur le moment où les gens qui vous ont sous-estimé toute votre vie sont forcés de faire face à la réalité de votre succès. David et moi utilisons une partie de l'héritage de grand-mère Rose pour créer un fonds de bourse d'études pour les étudiants issus de familles de la classe ouvrière qui souhaitent poursuivre des carrières médicales. Nous l'appelons la bourse commémorative Rose Chen pour les rêveurs, car parfois, les rêveurs sont ceux qui voient des possibilités que d'autres ne peuvent pas imaginer. Et parfois, les personnes qui croient le moins en vous sont celles qui finissent par se tromper le plus sur qui vous deviendrez. Quant à mes parents, ils apprennent lentement à me voir tel que je suis réellement, plutôt que tel qu'ils ont toujours supposé que je serais. C'est un processus, et pas toujours confortable pour aucun d'entre nous. Mais ce moment dans la salle d'audience, quand le juge Harrison a regardé ma mère et a dit « Elle est chirurgienne principale depuis près d'une décennie », restera à jamais gravé en moi. C'était le moment où 15 ans de doute, de mépris, et d'attente diminuée ont finalement rencontré la réalité de qui j'étais devenu. Parfois, la plus douce des vengeances n'est pas quelque chose que l'on planifie. Parfois, c'est simplement le fait de vivre sa vie avec un tel succès, que les personnes qui doutaient de vous sont forcées de faire face à leurs propres idées fausses. Et parfois, la justice se présente sous la forme d'un juge qui n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse considérer une chirurgienne accomplie comme financièrement irresponsable. L'ironie ne m'échappe pas, mes parents sont allés au tribunal pour prouver que j'étais un échec, et ont fini par créer la justification la plus publique de ma réussite qu'ils auraient pu imaginer. Merci de m'avoir lu. Parfois, on a juste besoin de raconter son histoire à des gens qui pourraient comprendre. Modification, beaucoup de gens posent des questions sur ma relation avec Jacques maintenant.
C'est compliqué. Il m'a contacté après le procès, et nous avons eu de longues conversations. Il admet qu'il a toujours su que j'avais du succès, mais qu'il se sentait pris entre la loyauté envers nos parents et le fait de me défendre. Nous travaillons à reconstruire notre relation, mais cela va prendre du temps. Il a également fait des efforts pour corriger le récit de nos parents quand ils retombent dans leur vieux schéma, ce qui aide. Deuxième modification, certaines personnes se demandent si cette histoire est réelle. Je comprends le scepticisme, mais je peux vous assurer qu'elle s'est déroulée exactement comme je l'ai décrite. Le moment au tribunal a été surréaliste pour nous tous, en particulier pour mes parents. J'ai changé les noms et certains détails d'identification pour des raisons de confidentialité, mais les événements principaux sont exacts.